Bonjour à toutes et à tous, vous aimez l'artisanat et plus précisément les coulisses du quotidien de ceux qui font tourner le monde du bâtiment. Alors vous êtes au bon endroit pour ce nouvel épisode du podcast des meilleurs artisans, podcast itinérant qui ne change pas ses habitudes et pose aujourd'hui ses micros en Indre-et-Loire et plus précisément à proximité de l'espace pro du Brico Dépôt de Saint-Cyr-sur-Loire à côté de Tours, qui est partenaire du podcast et qui nous accueille pour l'occasion. Alors, ils font souvent plus parler que les chantiers réussis. Je vous propose aujourd'hui de parler des chantiers ratés. L'idée étant bien évidemment de tout faire pour éviter ce qui, souvent même avant le début des travaux, se dessine comme une fatalité. Mauvais maîtris, oubli de matériaux, délais mal anticipés. La préparation est devenue une étape clé pour éviter les pertes de temps, les surcoûts et les erreurs qui sont difficiles à rattraper. Pour faire le point sur les bonnes pratiques à adopter pour bien préparer un chantier, entre les clients pressés et les fournitures à ne pas oublier, j'ai convié autour de l'établi 2 hommes d'expérience, dont je l'espère la sagesse va nous éclairer. Je vous présente Esteban Camin. Bonjour Esteban. Bonjour. Donc ton entreprise s'appelle CE Plomberie. On aura compris, tu n'es pas artisan miroitier. Non du tout, je suis plombier chauffagiste et je fais aussi de la clim, de la recherche de fuite, de l'entretien de chaudière et d'adoucisseur. Et tu es installé où ? Je suis installé à Truy, dans le 37, je suis à 20 minutes T'es vraiment le local de l'étape, comme ça. d'habitude. Et tu es accompagné de Alexandre Jousset. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors toi, tu n'es pas artisan, mais tu as quand même une sacrée expérience auprès des artisans. Explique-nous quel est ton métier. Et moi, je suis responsable relations clientèle professionnelle, donc chez Brico Dépôt, à Saint-Cyr. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu travailles ici ? Ça va faire 2 ans et demi bientôt. Et tu as toujours travaillé ici ou tu as d'autres expériences avec les professionnels auparavant ? J'ai d'autres expériences avec les professionnels, notamment dans le domaine de la climatisation, du chauffage. Et comme tu nous disais, en ce moment, ça va être la période où les clients vont être pressés d'avoir de la clim. Exactement. Et quand ils sont pressés que le chantier est mal préparé, des fois, ça pose des problèmes. Ça coince un peu. On va en parler tout à l'heure. Alors justement, Esteban, pour bien préparer son chantier, selon toi, est-ce que c'est forcément inné pour un artisan d'être directement prêt au taquet préparé, ou c'est forcément le fruit d'échecs dans ses chantiers antérieurs ? Non, c'est forcément le fruit d'échecs, je pense, sur certains chantiers. Avec l'expérience, on arrive à s'organiser au mieux pour pouvoir pallier à tout ça et être le plus efficace sur un chantier et que tout se passe bien aussi et que le client voit que l'organisation est au rendez-vous. Ouais. Toi, ça fait quand même pas mal d'années que tu es à ton compte. Tu as toujours travaillé pour toi-même ou tu as déjà travaillé pour d'autres patrons à l'époque ? Non, avant j'étais salarié dans une société qui faisait de la plomberie, chauffage, climatisation, SOS Plomberie. Je salue Arnaud et Sabrina qui m'ont beaucoup apporté, beaucoup appris aussi sur l'organisation vu que c'était une petite structure. Donc forcément, il faut s'adapter et puis s'arranger avec tout ça. Mais après, forcément, quand j'ai passé le cap pour me mettre à mon compte, derrière... on sait faire de l'installation, mais on ne sait pas faire de la gestion de chantier, de l'organisation de chantier, les visites techniques et tout ça. Donc ça, forcément, il faut apprendre et il n'y a pas d'école pour ça, donc c'est tout sur le tas. C'est pour ça que c'est peut-être intéressant aussi, quand on a un parcours un peu classique d'apprenti ou de compagnon, de voir un petit peu différentes entreprises pour voir différentes façons de faire et après piocher ce qu'on estime être le plus efficace, le plus approprié à notre métier. C'est ça, et puis surtout l'adapter par rapport à nous, notre organisation, et puis comment on souhaite gérer nos chantiers. Ouais. Toi, tu te souviens que tes premiers chantiers en autonomie à ton compte, c'était peut-être pas aussi fluide que maintenant ? Non, c'était pas aussi fluide. Beaucoup de questionnements quand on arrive sur le chantier, savoir si on a tout prévu, même en amont chez les fournisseurs. Beaucoup d'allers-retours du coup chez les fournisseurs, beaucoup de temps perdu aussi forcément, donc moins de rentabilité, et puis aussi de l'agacement, de la perte de temps. Et le client forcément le voit, hein, donc Bien sûr. c'est vrai que c'est pas le top. Et puis c'est surtout que des fois, tu en parlais, on est obligé d'aller faire un petit saut chez le fournisseur parce qu'on a oublié quelque chose, mais aussi des fois c'est parce que le client il a une petite demande de rien du tout, le petit changement de dernière minute, et du coup c'est vrai que là ça devient intéressant de pouvoir être réactif parce que des fois on a du stock, Alexandre, mais des fois on n'en a pas, et c'est vrai que la clientèle professionnelle des fois elle a besoin d'une bonne amplitude. Moi je vois mes fournisseurs quincailliers, ils vont être ouverts à 7h, mais à 17h il n'y a plus personne, donc quand je débauche de mon chantier, j'ai pas de repli. Est-ce que ça aussi ça fait partie des attentes des professionnels maintenant ? Ça fait partie des attentes des professionnels et c'est pour ça qu'ici, nous, à Brico, on est ouvert de 7h à 19h30 en continu toute la semaine, que ce soit du lundi au dimanche. Le dimanche, on est ouvert jusqu'à 17h, mais ça nous permet justement de vous d'accueillir le professionnel pour les petits achats de dernière minute. Voilà, exactement.
Donc toi, comment tu fais, Esteban? Tu as toujours un petit fond de stock. Dans ton métier, tu nous disais, tu fais surtout de l'entretien, de la réparation, du dépannage. Donc, tu sais pas forcément demain ce que tu vas faire. Est-ce que ça t'oblige à avoir un stock plus important de pièces détachées, par exemple, qu'un plombier qui fait juste de la rénovation? J'ai déjà un véhicule bien chargé, donc ça y fait aussi pas mal pour tout ça. Après, c'est vrai que nous, sur le secteur de Tours, on a l'avantage d'avoir des fournisseurs pros quand même assez bien répartis. Là-dessus, on est quand même assez riche, donc même si des fois, il faut faire des allers-retours pour des petits imprévus sur du dépannage, c'est vrai que c'est important. Et puis après, sur les chantiers de salle de bain ou de rénovation globale, là-dessus, c'est bien avant le chantier de refaire un petit point avec le client, voir si ses attentes sont toujours les mêmes, si rien n'a changé, parce que des fois, entre le temps du devis, de l'acceptation et le début du chantier, il peut se passer quelques semaines ou quelques mois, et du coup, les attentes du client ont peut-être changé. Donc c'est vrai que refaire un petit point avec eux avant le chantier, c'est quand même intéressant s'il y a des choses à recommander, et puis pour arriver le jour J avec tout ce qu'il faut dans le camion. Et puis, comme tu dis, arriver le jour J avec tout ce qu'il faut dans le camion et pas trouver porte close. Est-ce que ça t'est déjà arrivé des fois que tu t'étais vraiment très très bien préparé, tout était au taquet, les pièces, éventuellement les bras supplémentaires si tu avais des grosses choses à porter, et qu'en fait le client il se souvenait plus et que tu es à la porte quoi? Alors c'est déjà arrivé, donc il peut arriver ça sur les chantiers où on attend les clients, où les clients ont oublié, où ils devaient nous déposer des clés, ils ont oublié, ou les mettre quelque part. Malheureusement, faut s'adapter, faut rebondir, faut essayer de retrouver un autre chantier pour s'occuper si des fois on peut pas, ou des fois tout est calé correctement, mais ça peut être aussi des aléas du chantier ou le plaquiste qui a pas terminé, le carreleur ou ainsi de suite. Donc, Ouais, des fois tu es dépendant des autres quoi. c'est ça. Donc Et du coup, la fois d'après, tu dis: «Oh alors lui, il me l'a déjà fait à l'envers. Monsieur, vous vous souvenez, hein, il y a des clés à déposer sous la tuile à l'entrée devant la porte, quoi». voilà, faut faire attention à ça. Donc Ah oui, c'est vrai parce qu'on pense tout le temps à l'aspect matériel. Est-ce que j'ai fait le plein? Est-ce que machin? Mais il y a pas que ça qui compte, quoi. Il y a vraiment aussi l'aspect humain. Toi, Alexandre, est-ce que tu le remarques un petit peu dans tes différentes expériences professionnelles où tu avais quand même beaucoup de professionnels qui venaient vers toi, la différence entre l'artisan qui vient, parce qu'il sait que dans 2 semaines, il a tel chantier, qu'il doit anticiper, il se dit qu'il y aura peut-être des délais et cetera, et l'artisan qui arrive et ben, en fait, il a besoin de telle pièce, elle est pas disponible, il se rabat sur autre chose qui est peut-être de moins bonne qualité. Il y a une différence dans les attitudes des artisans parfois? Il va y avoir de tout. Il va y avoir de tout, exactement. Il y a, voilà, bon artisan et mauvais artisan. C'est comme les chasseurs, C'est c'est comme ça? les chasseurs, Ça rappelle un peu un sketch? qu'on connaît tous. Non, effectivement, il y a l'artisan qui sait préparer ses chantiers 2-3 semaines à l'avance, et on a effectivement des artisans de dernière minute qui viennent parce qu'ils ont une clientèle qui leur demande des travaux de dernière minute. Il faut venir chercher telle ou telle pièce. On n'a pas forcément, donc il va se rabattre sur une autre gamme. Effectivement, oui, ça c'est un peu c'est quotidien. C'est un peu le classique, C'est un quoi. peu le classique. Après, voilà, on arrive à rebondir dessus et puis. Ouais, c'est comme l'artisan qui se dit: «Ah ben en fait mon moteur il est en train de caler, je vais aller sur le garagiste, il va me faire ça dans la journée». Ben non, le garagiste il a aussi un planning. Donc C'est ça. l'anticipation, c'est vraiment le maître mot de tout ça. C'est le nerf de la guerre. Ben oui. Et du coup, d'où l'intérêt aussi peut-être, moi je l'ai vu au fur et à mesure des années, moi je suis pas installée depuis 15 ans, 20 ans, mais c'est vrai qu'à l'époque, si tu voulais passer commande auprès de ton fournisseur, fallait que le commercial vienne chez toi, donc fallait prendre rendez-vous, acheter des croissants la veille. Maintenant, on a la possibilité de commander directement en ligne, de voir l'état des stocks. Mhm. Ça, c'est quand même une amélioration technologique conséquente dans les dernières années, non? Exactement. Donc sur le site, on a les stocks qui sont mis à jour toutes les 3 heures. Directement l'artisan aussi, les artisans qui viennent à Brico ont mes coordonnées, peuvent me contacter. On regarde les stocks en direct avec lui. On a une très très bonne réactivité sur le passage de commande. On travaille avec notre entrepôt aussi qui a des gros stocks conséquents et peut nous livrer très très vite. Ouais. Alors justement, Esteban, dans la préparation du chantier, quand tu as contacté ton client, que tu as vu avec ton fournisseur, parfois tu travailles pas tout seul. Toi, à l'heure actuelle, est-ce que tu as des salariés dans l'entreprise? non, j'ai pas de salarié dans l'entreprise. Je travaille avec quelques sous-traitants pour pouvoir aussi m'alléger sur les plus gros chantiers. D'accord. C'est-à-dire que tu vas leur déléguer quoi? Par exemple, de la démolition, du démontage, choses comme ça? Démolition, du démontage, même de la plomberie, hein. Je travaille avec d'autres artisans, ou sinon avec des artisans du coin, des locaux avec qui on a l'habitude de travailler ensemble. Puis on se donne des coups de main sur les chantiers. Un coup, il va venir me donner un coup de main, et puis un coup, je vais aller l'aider. Donc c'est Ouais. vrai que c'est intéressant de travailler comme ça.
Et quand tu as parfois eu des employés dans ton entreprise, est-ce que tu as des consignes particulières, toi, qui sont peut-être propres à ton domaine, peut-être propres à ta région ou à tes contacts, pour leur donner des bons réflexes, des bonnes habitudes de travail, de façon à ce que toi, tu t'y retrouves aussi en tant que chef d'entreprise? Parce qu'un employé qui va faire un aller-retour au dépôt, qui va oublier ça, qui va oublier la perceuse sur le chantier, etc., c'est une perte sèche pour toi. Est-ce que toi, tu avais justement des consignes vraiment à chaque fois spécifiques auxquelles tu tenais? Une bonne organisation aussi pour le salarié, c'est important, de bien ranger son véhicule, que tout soit carré aussi sur le chantier, comme ça nous permet de voir, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ça nous évite des allers-retours et puis après c'est aussi, au gérant de la société ou au chef, de chantier de gérer, toutes les commandes et tout ça en amont, de bien préparer tout ça au dépôt. Alors toi, en tant que plombier, tu interviens quand même souvent à l'intérieur, quoique parfois les blocs clim, il y a des aspects sur les façades. Tu es concerné aussi parfois par ces demandes administratives qui sont préalables à pas mal de chantiers parce que on n'en parle pas forcément souvent et puis même les clients ne se rendent pas forcément compte. Ils veulent changer le crépi, changer le portail, mais au final, ça a des conséquences. D'ailleurs, on peut pas faire ce qu'on veut sans faire les demandes. C'est comme se marier, quoi. Faut publier les bans au bout d'un moment. Et c'est vrai que c'est un délai qui est incompressible. Et dans le cadre de la rénovation des bâtiments, surtout les bâtiments anciens, eh bien, il y a des demandes à faire auprès des services d'urbanisme. Et ça nécessite une anticipation qui est quand même assez forte. Toi, des fois, tu es concerné par ces demandes dans tes chantiers? Alors moi, les demandes, je peux pas les suivre ou les faire à la place du client, donc je laisse le client s'en débrouiller. Au vu de la taille de ma structure, je peux pas m'occuper de tout ce qui est administratif, de pousser l'administratif là-dessus. Tu les sensibilises quand même, j'imagine? Voilà, de toute façon, nous, on n'a pas le choix après derrière, hein. Il faut quand même un accord, si on met une unité extérieure de clim ou autre, en extérieur, on est obligé d'avoir l'accord, en amont. Bah oui, c'est inévitable. Ça justement, quand on envisage des travaux, que ce soit en tant que, qu'artisan ou vraiment très, très bon, bricoleur, parce que des fois on est un artisan dans son domaine, mais on fait des travaux pour chez soi dans un autre domaine, on n'est pas toujours renseigné de ça. Est-ce que c'est aussi le rôle des fournisseurs, d'alerter, de sensibiliser pour qu'en fait l'expérience, elle soit bonne et que le chantier soit vraiment très bien préparé de A à Z? Oui, c'est vrai que, comme tu l'as dit, chaque artisan est spécialisé dans son domaine. Après, de plus en plus, ils vont toucher un peu à tout. Effectivement, après, nous, au quotidien, on travaille avec des hommes, avec des femmes à Brico Dépôt, dans les rayons, qui vont être spécialistes de leurs produits, de leurs rayons, qui vont savoir accompagner l'artisan, accompagner aussi le particulier. Voilà, effectivement, toutes les petites choses à savoir, tous les produits complémentaires qu'il ne faut pas oublier pour pouvoir à ce que le chantier se déroule au mieux. Ouais, c'est important de faire les bons choix dès le début parce que ramener, même si du coup il y a des facilités de retour, notamment pour les artisans dans beaucoup d'enseignes, si tu prends le mauvais interrupteur différentiel pour la ligne que tu avais prévue, et ben en fait ça va pas fonctionner. Peut-être que ça va fonctionner, mais que tu auras des risques électriques après. Et c'est vrai qu'il peut y avoir aussi une mauvaise opinion, une mauvaise image de marque si le conseil n'a pas été à la hauteur. Donc c'est important que le commercial, souvent c'est comme ça, hein, l'interlocuteur de l'artisan chez le fournisseur, on appelle ça un commercial, il soit pas que commercial, il faut aussi qu'il soit bon dans le métier qu'il représente, quoi. Et tout à l'heure, je vous parlais des problèmes administratifs. Il faut savoir qu'en milieu urbain, 45% des litiges ou des retards au démarrage d'un chantier proviennent d'un défaut de préparation administrative. Par exemple, il n'y a pas l'autorisation pour mettre l'échafaudage sur la voie publique ou pour stationner le camion benne à côté et débarrasser les tuiles, quoi. Donc c'est vrai que ça fait partie de l'anticipation, quoi. Esteban, est-ce que toi, tu as en tête des petits soucis dans ton histoire quand tu étais jeune artisan, de mauvaise préparation? Peut-être tu n'avais pas vu que la porte elle était trop étroite pour ce que tu voulais passer, le radiateur que tu voulais sortir, ou tu as des choses un petit peu anecdotiques qui te reviennent en tête et qui te permettent de ne pas refaire ces erreurs maintenant? Oui, oui, c'est arrivé, quelques fois, où on va faire des devis, on est un petit peu pressé ou autre, où on fait pas attention, une porte étroite, une trappe de visite pour sortir un chauffe-eau ou, arrivé au moment de le sortir, on dit: «Ah, ça passe pas», donc faut trouver un plan B, trouver une solution, voir avec le client, s'arranger. Bon, à la fin, tout se règle correctement, mais faut être inventif, surtout en rénovation, quoi. Et puis en plus, je pense que toi, tu as des petits soucis aussi, par exemple, des fois pour repérer où se trouve l'arrivée d'eau, qui est enterrée dans le jardin sous le tuya.
Ça doit pas toujours être simple parce que parfois même le client n'a pas la propre information quand il vient d'acheter, il sait pas forcément tout ça, donc tu dois vachement perdre de temps des fois sur des détails comme ça. On perd beaucoup de temps sur les petits détails qu'on n'a pas forcément prévus parce que quand on va faire le devis, on pense pas demander si la coupure d'eau, si elle est accessible, si elle est utilisable aussi. Et puis, c'est des aléas. De toute façon, en rénovation, on a beaucoup, beaucoup d'aléas. Donc, faut s'arranger de tout Ça ça. doit être quand même pas mal fatigant. Si tu es en copropriété, tu te rends compte que tu as une seule arrivée, qu'il faut couper 16 logements. Ouais, souvent, ça peut arriver. Là, ça m'est arrivé dernièrement. J'ai dû couper tout l'immeuble parce que du coup, il n'y a qu'une arrivée d'eau. On se fait un petit peu. Ouais, la dame qui faisait sa lessive, elle Voilà. n'est pas contente. Voilà, les autres locataires ne sont pas très contents. Mais ils seront contents quand ils auront besoin que tu les dépannes et que tu coupes l'eau des 16 autres logements à leur tour. C'est ça. Il faut savoir faire des compromis et faire preuve peut-être pas mal de pédagogie parfois sur les chantiers, quoi. Alors justement, quand on a des petits chantiers à faire, qui sont des fois dans des zones un petit peu difficiles d'accès, où il y a du port de charge, il n'y a pas d'ascenseur. Je pense souvent aussi aux zones urbaines parce que, en toute sincérité, les zones rurales, on se garde devant la baie vitrée, qu'on ouvre le camion et qu'on est dans la pièce, c'est quand même beaucoup plus simple à mettre en œuvre. On peut être tenté d'utiliser parfois des kits pour faire une certaine tâche. Un petit kit de béton ciré, un kit de carrelage où il y a déjà les croisillons, la colle, le peigne, etc. Est-ce que ça, Alexandre, c'est des choses qui se sont beaucoup développées au cours des dernières années et qui ont vraiment un attrait pour les artisans? De plus en plus, on va proposer effectivement des produits, comme tu disais, si bien des kits de maçonnerie, des kits de plaquistes, effectivement des produits comme ça qui sont mis en vente chez nous. Ça évite d'oublier des choses Ça finalement. évite d'oublier des choses. Donc ça existe dans pas mal de domaines. Bon, j'imagine par exemple pour la peinture où tu vas avoir le kit avec avec le pinceau, c'est avec ça, ton bac, avec la petite combinaison la qui petite va bien. combinaison qui va bien, exactement, ouais, Ouais. c'est ça. Et donc ça, c'est quand même pas mal publicité dans les rayons. Ça, c'est très publicité dans le rayon. Publicité dans le rayon, effectivement. Ouais, on met ça souvent aussi en tête de gondole pour que le client tombe dessus directement, quoi, Ouais. et passe pas 3 heures à chercher article par article. C'est ça, parce Il lui que dans les rayons, déjà, on peut se laisser distraire par d'autres choses qu'on n'était pas venu chercher, on n'a plus de place dans le caddie. Voilà, c'est ça. Mais des fois, quand la liste est longue, on peut oublier des choses. Donc, est-ce que aussi, il y a des fois des propositions de, regardez, vous voulez faire ça, pensez qu'il faudra tel outil, qu'il faudra tel consommable. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des ressources numériques qui ont été développées comme des tutoriels au fur et à mesure des années, mais il y en a beaucoup à destination des particuliers, à destination des artisans. Est-ce que finalement, c'est quelque chose qui est nécessaire ou pas tellement parce qu'ils connaissent quand même souvent leur métier? Pas tellement, parce qu'ils connaissent généralement bien leur métier. Encore une fois, de toute façon, quand ils vont venir en rayon dans le magasin, ils vont tomber face à un vendeur de chez nous qui va en profiter pour lui rappeler les produits qu'il potentiellement peut oublier derrière. Ouais, c'est ça, il faut éviter les oublis. Moi, je me souviens que quand je me suis installée, j'avais vraiment peur d'oublier des choses. Et du coup, je m'étais fait une petite checklist outillage parce que des fois, on a du travail à faire dans l'atelier, ce qui est mon cas en tant que menuisière, je fais pas tout chez mes clients. Et du coup, j'ai des outils qui étaient dans l'atelier, des outils qui étaient dans le camion. Et je me dis toujours, c'est sûr, une fois arrivé là-bas, je vais avoir oublié le trépan qui est sur l'établi et autres. Et en fait, au tout début, je me souviens que je me faisais des checklists. Maintenant, j'ai un petit peu tout en doublon, donc c'est plus simple. Est-ce que toi, justement, pour éviter les soucis de ce type, Esteban, tu as des petites stratégies? Par exemple, quand tu vois que tu as utilisé tous tes coudes dans ton camion, dans tes gros stocks, tu as un fichier exprès, un mémo dans ton téléphone où tu dis, voilà, il faut absolument que je remplisse ça dans le camion ou dans la boîte ou quoi que ce soit? Moi, du coup, j'ai un petit calepin toujours sur moi. Et donc, dès que je vois qu'il en manque dans le camion, je me le note. Comme ça, dès que je vais chez mon fournisseur, je peux faire le réassort. Et puis après, pour tout ce qui est gros outillage, la veille, je ressors les devis de façon chez mes clients. Et puis, je mets des petites annotations à côté de prendre le matériel qu'il faut pour pouvoir faire mon chantier correctement. Ouais, alors tu fais comment? Tu commandes au gré des chantiers ou tu es plutôt du genre à grouper pour peut-être aussi anticiper des économies? Parce qu'il y a ça aussi dans la gestion de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a le côté, on est chez le client, on doit faire un travail propre dans les règles de l'art, mais il y a aussi le côté gestionnaire d'entreprise. Et c'est vrai que, encore une fois, je vais prendre mon exemple, je me fais livrer du bois, ça me coûte 100 € la livraison. Si je collecte plusieurs chantiers et que je les fais commander en même temps, je vais économiser 300-400 € de livraison. Est-ce que toi aussi, tu as ce souci dans tes anticipations de chantier, dans ta préparation, d'avoir un aspect financier pour peut-être commander 3 chauffe-eau pendant qu'il y a une ristourne chez ton fournisseur, quand bien même tu en as besoin que d'un, mais tu sais que de toute façon, c'est un truc un peu standard que tu vas le ressortir plus tard? Du coup, tous les chantiers sont un peu spécifiques. Donc c'est compliqué de faire comme ça sur des grosses commandes. Après, sur tout ce qui est consommable, petite quincaillerie, oui, bien sûr, faut commander en gros pour pouvoir avoir des prix et puis avoir des marges plus
plus confortable. Ouais, parce qu'il y a l'aspect quand même financier qui est très très important. Et justement, Alexandre, est-ce que le fait d'anticiper quand on est professionnel ou de venir à certaines heures, ça offre des avantages financiers pour gagner 5-6% par-ci par-là? Oui, effectivement, nous, on va avoir un programme de fidélité. Donc chez Brico Dépôt, donc déjà le professionnel va avoir un cashback de 2% à chaque fois qu'il va passer en caisse. Derrière ça, on va faire des opérations, ça peut être mensuelles, Saisonnière, des saisonnières, fois, ouais. effectivement, merci. Avec Où plaisir. C'est un travail d'équipe, hein. On est sur un chantier, Alexandre. on va proposer, par exemple, sur la journée d'aujourd'hui, on va proposer effectivement 5% de cashback Donc le cashback, sur la c'est quand tu matinée. Le achètes, cashback, c'est en fait, c'est une cagnotte que c'est tu une cagnotte, utiliseras plus tard. exactement. C'est le cashback, en français, bon d'achat, c'est ça. 5% du montant total du panier qui va se transformer en bon d'achat. Donc ça permet aussi aux professionnels, je pense notamment dernièrement, on avait fait une journée à 10%. On a un cuisiniste qui avait 3-4 chantiers d'avance qui étaient prévus, qui nous en a profité pour prendre des cuisines parce que ça lui ramène 10% de cashback de bon d'achat sur l'ensemble de sa commande. C'est pas négligeable. C'est sûr. Ça lui permet de faire des belles économies derrière. Et alors justement, il y a aussi des fois des stratégies pour gagner de l'argent, mais aussi pour gagner du temps. Est-ce que toi, des fois, tu es contraint par les conditions météo? Je pense à tout ce qui est couvreur. C'est sûr que eux, pour anticiper un chantier, ils vont forcément faire le nécessaire. C'est tous les matins, la veille, ils vont regarder la météo. Toi, est-ce que tu es concerné par ça dans ton quotidien, etc.? Non, je suis pas concerné par ça parce que même quand je travaille en extérieur, bon, c'est vraiment temporaire. Donc, à la rigueur, une tenue de rechange dans le camion et puis Ouais. on change. Ah, il ne travaille pas torse nu, mesdames. Je suis désolée de vous, de vous informer de ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses à prendre en compte. Quand tu as le Tour de France qui passe à Tours, tu sais que tu vas pas pouvoir circuler. Et en fait, si tu n'es pas au courant de ça, tu vas te trouver devant des barrages et ça va te décaler tout ton planning. Donc, toi, tu n'as pas forcément d'attention particulière. Tu suis quand même un petit peu l'actualité locale éventuellement, mais pas plus que ça. Non, faut suivre l'actualité locale, c'est sûr. Et puis après, les clients, c'est pareil, ils nous en informent. C'est leur coin, c'est leur secteur. Ils nous disent quand il y a le marché, quand la route est bloquée, tout ça. Ils savent quand même nous le dire, nous le rappeler quand on les rappelle en amont du chantier pour préparer tout ça. Ouais. Donc c'est vrai que des fois, il y a des petits loupés, c'est comme tout, hein, mais c'est comme ça, on peut pas prévoir qu'il y a une route qui va être barrée à cause d'un accident ou autre. Donc, Et puis au pire, si tu as besoin de te déplacer, après tu peux faire venir tes fournisseurs sur le chantier. Est-ce que des fois, toi, tu fais appel à des fournisseurs pour être livré directement sur place? non, je fais pas de livraison sur place parce que si je peux pas être là à la réception, c'est un peu compliqué. Des fois pour le stationnement de leur véhicule, parce qu'ils viennent quand même avec des porteurs, donc ça peut être assez compliqué dans les rues d'agglomération. Après, des fois, j'ai des commerciaux qui viennent me dépanner pour me ramener un petit raccord ou un petit truc qui manque. Ça me fait plaisir. Donc, mais c'est tout. Sinon, je fais pas de livraison sur le chantier. Ouais, mais ça fait quand même partie du service, hein. C'est vrai que quand ça t'évite 1 heure de route. Ouais, après, moi, tous les matins, je vais chez mon fournisseur pour récupérer mes commandes. Ça me permet de faire le point, de voir si c'est pas esquinté, parce que des fois, sur les transports, ça peut bien être sûr. mal emballé ou esquinté ou autre. Et du coup, ça me permet de trouver une solution rapidement Ouais. pour pallier à ça, quoi. C'est vrai que moi, ça me stresserait d'avoir la commande le jour même. J'aime bien vraiment faire l'état des lieux, avoir ça en avance, parce qu'il y a souvent des problèmes de livraison. Comme tu dis, le carton un peu éventré, où il y a tout qui a coulé dans les charnières qui sont tombées dans le camion du fournisseur, ça m'est déjà arrivé. C'est un petit peu compliqué après à rattraper. Donc, moi, je sais que je préfère vraiment anticiper. Toi, là, j'ai commandé du bois pour un chantier dans 1 mois, parce qu'il y a du délai de fabrication. Toi, tu es quand même plus dans un secteur où c'est à flux tendu, c'est-à-dire que tu commandes un chauffe-eau, tu peux l'avoir sous combien de temps? Les chauffe-eau, alors on n'est pas malheureux parce qu'on a beaucoup d'agences du coup sur Tours. Ça nous permet en fait d'avoir du stock permanent. Les chauffe-eau, c'est rare qu'on les commande, tout est en stock. Après, ça va être sur de la salle de bain, sur des aménagements un peu plus spécifiques. Sachant que moi, souvent, avec les délais, des fois, ils sont pas forcément respectés par rapport aux fournisseurs et aux fabricants. Donc, dès qu'on reçoit la marchandise, c'est à partir de ce moment-là que j'essaie de caler les chantiers, où je me laisse 1 semaine de délai entre le délai de réception et le délai du début de chantier. Donc, ça me permet aussi de faire un tour, comme je passe régulièrement chez les fournisseurs, voir s'il n'y a pas de problème sur la palette ou d'accro ou autre. Ouais, bien sûr. Alors, est-ce que tu as déjà eu des soucis d'accident sur les chantiers, un pouce que tu t'éventres avec le cutter et choses comme ça?
On touche du bois alors. Pour l'instant, tout se passe bien, donc non, Mais non. c'est vrai que ça fait partie des choses, on n'anticipe pas forcément, mais la bonne lame de cutter, la bonne, protection de sol, tout ce qui est préparation de chantier, physique, je veux dire, hein, c'est-à-dire, bâcher les fenêtres quand on va meuler les gonds à côté ou choses comme ça, et puis, avoir les EPI adaptés parce que un chantier mal préparé, bah, potentiellement, ça va être des accidents derrière et donc ça va être des retards. Il faut savoir que près d'un accident du travail sur 4 dans le bâtiment, que ce soit des chutes, des glissades, il est directement lié à un chantier qui est mal préparé ou encombré. T'en parlais tout à l'heure, Esteban. Le bazar dans le camion, bah, en général, c'est le bazar aussi sur le chantier, ou qui est qui est mal nettoyé, hein. La poussière de bois sur le sol, allez-y, vous pouvez faire au lit d'un ice, il n'y a pas de problème. Donc, prévoir le tri des déchets dès le premier jour, ça réduit de 40% le risque. Ça, c'est une statistique qui vient de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Ça, Alexandre, aussi, c'est quelque chose que vous mettez en avant, j'imagine, les Bien sûr. petits à côté, parce qu'en fait, quand on vient faire du carrelage, bah, on a aussi besoin d'une éponge pour faire le joint, on a besoin aussi de penser au tri des déchets et tout le reste. Exactement, exactement. L'organisation, c'est le maître mot. C'est ça. Donc l'éponge, bâche de protection. J'ai vu qu'il y avait un gros rayon EPI, il y a pas mal de gants On a de disponibles. la sécurité, c'est Mais très c'est pareil, important, il bien faut sûr. pas prendre n'importe quel gant. Tu as des gants pour le jardinage, des gants anti-coupure, des gants pour les produits chimiques. En fait, c'est pas juste un article, c'est un article qui va avoir des propriétés à chaque fois. Exactement, c'est ça. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment mises en avant. Et d'ailleurs, on voit dans tous les rayons, les gens qui travaillent, ils ont les chaussures de sécurité, ils sont tout bien équipés. Alors ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Les chaussures de sécurité, les gants pour manipuler le cutter sécurité avec la lame qui se rétracte. Ouais, On ouais. rigole pas avec la sécurité. Et puis, comme on dit, enfin moi j'ai l'habitude de dire ça, c'est qu'un chantier rangé, c'est la tête rangée aussi, quoi. Quand tu arrives sur le chantier, que tu cherches pas 17 ans ta perceuse ou ton petit niveau, et que tu arrives dans ton camion, que tout est rangé aussi, déjà, il y a une bonne image de marque, mais tu es aussi C'est ça. vachement plus efficace, quoi. Mm, mm. Toi, des fois, est-ce que, Esteban, tu interviens sur des chantiers où il y a d'autres professionnels sur le site? Alors moi, du coup, oui, je fais pas mal de chantiers sur de la rénovation globale de l'habitat, des appartements et tout ça, où bah du coup il y a les peintres, il y a les électriciens, les plaquistes et tout ça. Donc c'est vrai, plus c'est organisé, mieux c'est, parce que on voit directement où notre matériel est, on voit où on peut travailler, et chacun dans sa petite zone peut avancer correctement, sans se marcher dessus, sans avoir du placo sous les pieds, des câbles au-dessus de la tête. Ah ouais, c'est terrible ça, hein. L'enduit qui est au sol, tu marches dedans. Et justement, est-ce que la stratégie, des fois, c'est pas de dire, voilà, plutôt que de se presser et qu'on travaille les uns sur les autres, de se dire, en fait, je vais attendre 24 heures que tu es terminé, tu me débarrasses tout ton merdier là, et comme ça, je peux vraiment travailler. Parce qu'aussi, on va le dire aussi, il y a aussi des risques de vol sur les chantiers. Malheureusement, même entre artisans, ça arrive de plus en plus. Mais quand c'est le bazar, tu risques aussi de faire tomber tes machines, de casser tes matériaux, de te faire mal toi parce que tu n'arrives pas à brasser pour monter ton chauffe-eau dans le placard, etc. Ça, est-ce que tu juges aussi un petit peu tes collègues des fois quand ils sont pas bien organisés, et justement ça te pousse des fois à choisir des collaborateurs quand tu dois travailler en équipe ou en sous-traitance? En fonction de ça, ça fait partie de tes critères de sélection quand tu as un choix de sous-traitant à faire? Ça y joue grandement, pour plusieurs choses, parce que, bah, déjà, c'est l'image d'avoir un chantier propre et tout ça, pour le client aussi le voit, pour aussi, bah, du coup, gagner du temps, et puis plus c'est rangé, plus c'est organisé, on voit directement où on va, et puis, ça nous permet de rien oublier sur le chantier aussi quand, le soir, faut ranger le camion et nettoyer le chantier. Et du coup, ça te permet, toi, de faire tes commandes sereinement dans ton canapé le soir quand tu arrives à la maison. Parce que tu pas besoin de gérer le travail des autres. Voilà, c'est ça. Alors, je pense qu'Alexandre, il voit où je veux en venir. Mais c'est vrai qu'au cours des dernières années aussi, ce qui s'est beaucoup démocratisé, c'est qu'en fait, on travaille pour l'artisan pour lui préparer ses commandes. Alors, évidemment aussi pour le particulier, j'imagine, mais l'objectif, c'est quand même de faciliter la vie de ceux qui n'ont pas le temps de traîner dans les allées. Le particulier qui vient le samedi après-midi à 16h, je pense qu'il a le temps de flâner et de choisir son ampoule. Par contre, l'artisan qui vient à 7h du matin et qui doit passer pour chercher des matériaux, pour chercher de l'électricité, pour chercher des sacs d'enduit, bah, si tout est prêt d'avance, c'est quand même aussi un service qui lui permet d'avoir un chantier mieux préparé. C'est exactement ça. Le temps, c'est de l'argent de toute façon. Outre le cashback, donc les bons d'achat qu'on propose, c'est surtout de faciliter la préparation. En fait, moi, c'est ce que je dis avec les artisans avec qui je vais travailler, hein, qui vont venir chez nous. Appelez-moi, contactez-moi si vous devez passer à 7h du matin à l'ouverture, et puis que vos 50 plaques de BA13 doivent être préparées. Elles sont prêtes. Au moins, vous n'avez pas à aller en rayon, à charger vous-même. C'est fait. On passe
en caisse, et puis vous arrivez plutôt sur le chantier. Ça va mieux se passer, quoi. Et vous faites aussi de la livraison sur site ou pas encore? Voilà, et je voulais en venir aussi là-dessus. On fait de la livraison sur chantier. On travaille avec un prestataire, avec un camion grue, 19 tonnes. Donc, bien sûr, c'est aussi ça qu'on met en avant. On fait de la livraison, ouais. Et vu que vous préparez bien aussi vos livraisons, Oui. des fois, il y a des fois où vous dites, mais non, c'est pas possible. Même si nous, on est équipé, qu'on a le camion grue, cette rue-là, elle n'est pas accessible aux véhicules qui pèsent tant de kilos. On peut pas parce qu'en fait, il y a un petit Porsche sous lequel il faut passer. Est-ce C'est que ça. des fois aussi, vous êtes confronté à cette réalité-là? Oui, on est confronté à cette réalité-là. Bon, des petites anecdotes un peu. Enfin, je vais pas dire. Ah, Je vais pas- je vais on pas dire- adore les anecdotes Je vais pas croustillantes. dire Pas les rigolote, adresses, mais, pas les noms, mais on va voir les anecdotes. non, mais effectivement, quand on prépare la livraison, on regarde au mieux en fait l'accessibilité. C'est arrivé parfois que malheureusement le camion ne puisse pas accéder parce que c'est une rue à sens unique. Mais là, c'est aussi une preuve d'une mauvaise organisation. Si l'artisan il vous demande de livrer là, c'est qu'il n'a pas compris les contraintes, quoi. Exactement. Bon, après, voilà, le prestataire, c'est une très bonne personne en fait qui s'adapte aussi. Hein, s'il doit filer un coup de main avec son transpalette et pousser ça jusqu'à 50 mètres plus loin, jusqu'au devant du chantier, ça arrive que voilà, on trouve toujours une solution. Mais Ouais. effectivement, c'est arrivé qu'il y ait un peu de couac. Si vous avez un problème avec vos 50 BA13, Alexandre vous livrera avec sa remorque et son vélo. Coupé, s'il vous plaît. De toute façon, le gouffre des allers-retours, c'est quelque chose qui est évident. Déjà, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Le gasoil n'a jamais été aussi cher, même si des fois il y a de l'électrique. Malgré tout, ça a un coût de fonctionnement, tout ça. Et on estime qu'un manque d'anticipation dans la liste des fournitures et de l'outillage, parce qu'il y a aussi le petit four à métal qui avait pété la veille et qu'on n'a pas remplacé et qui nous manque, eh bien, ça oblige un artisan parfois à faire en moyenne 2 à 3 trajets imprévus par semaine vers son magasin de matériaux. Et ça représente une perte sèche de 3 à 5 heures de travail à chaque fois. Là encore, c'est une enquête Productivité Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB. Donc, le choix aussi des fournisseurs par rapport à la zone géographique, il est pertinent. C'est pas parce qu'on a ses habitudes chez un fournisseur. Si on a l'autre bout du département, il faut aussi savoir s'adapter. Toi, Esteban, tu disais que tous les matins, tu allais chez ton fournisseur. C'est qu'il est à proximité de ton dépôt, peut-être? Ou est-ce que tu as quand même un petit maillage territorial qui te permet d'être plus efficace? Parce que, encore une fois, parfois l'oubli vient de ta part. Mais quand le client te dit « j'ai une fuite au groupe sécurité », que tu arrives, puis qu'en fait, c'est la cuve du chauffe-eau qui est en train de décéder, je veux dire, c'est pas une mauvaise préparation de ta part. C'est qu'en fait, entre-temps, il y a des événements imprévus qui se sont ajoutés et auxquels tu dois répondre. Tout à fait. Donc après, on s'adapte, on fait au mieux. C'est vrai que l'avantage de travailler avec plusieurs fournisseurs permet de pallier à ces soucis-là ou à tous les imprévus qu'on peut avoir. Le client qui a décidé de rajouter une petite bricole, un miroir ou autre sur une salle de bain, voilà, faut trouver la solution et puis s'adapter. Donc c'est vrai que de travailler avec plusieurs fournisseurs, c'est intéressant là-dessus. Et est-ce que toi aussi, le côté anticipation, ça t'a forcé à développer plutôt un maillage professionnel? Par exemple, tu sais que tu es à telle commune, tu as un problème là-dessus, tu sais que tu as un collègue de ton métier qui est pas très loin. Est-ce que du coup, tu as aussi un réseau professionnel qui peut te venir en aide des fois sur certaines situations un peu compliquées? Tout à fait. Alors moi du coup, le monde est petit, donc je connais beaucoup de plombiers aussi du coin, des artisans qui sont aussi seuls ou avec des salariés, donc on se connaît plus tous ou moins dans le métier. Donc c'est vrai quand des fois on croise le camion sur la route, on est juste à côté, on a besoin d'un coup de main pour monter un chauffe-eau, un receveur de douche, on passe un petit coup de Vous téléphone. n'êtes pas juste concurrents, ça c'est intéressant parce que c'est souvent on se dit voilà l'entreprise voisine c'est juste quelqu'un qui va me prendre mon chantier quoi. Non, pas du tout, on n'est pas concurrents, on est confrères, on est là pour aller de l'avant et puis il y a du travail pour tout le monde. De toute façon quand c'est bien fait, il y a pas de souci. Surtout en dépannage et surtout quand c'est urgent. Il y a même des fois des confrères, j'imagine, qui font pas forcément ça, qui vont se spécialiser dans de la salle de bain, d'autres dans de la clim et ainsi de suite. Finalement, vous faites tous le même métier, mais je pense que vous avez tous des spécialités un peu particulières. Tout à fait. Moi, j'aime bien le dépannage parce que j'aime bien être réactif et puis aller beaucoup là-dessus parce que du coup, ça nous permet aussi de se creuser un peu plus la tête que de faire de la salle de bain tout le temps. C'est vrai que c'est assez répétitif, je trouve. Donc là, ça me permet de voir beaucoup de choses et puis ça me permet aussi de mettre le pied chez le client et puis après ça peut amener autre chose derrière. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Après c'est vrai qu'il y a des confrères, ils veulent pas du tout en faire parce que ça fait des allers-retours chez les fournisseurs, ça fait tout ça.
Moi, j'aime bien, ça me permet de bouger pas mal aussi dans la C'est journée. une spécialité. Ouais. C'est ça. Alors, tu disais quand même que des fois, tu avais des chantiers qui étaient autres que le dépannage, où tu avais anticipé que justement, tu reprenais le devis que tu avais fait. Parce qu'en général, le dépannage, on t'appelle, tu viens, tu fais direct la facture presque hein, pour réparer ta fuite. Mais quand tu fais ça, du coup, est-ce que des fois, pour être plus efficace, mieux organiser tes notes, parce que comme tu vois beaucoup de monde dans la semaine, ça peut être un peu compliqué. Est-ce que toi, au fur et à mesure de tes années, de ta pratique et de tes expériences, tu as mis dans ton quotidien l'utilisation d'outils numériques, d'applications, je sais pas, par exemple pour des relevés de cotes ou des choses comme ça? Tu travailles toujours à l'ancienne, papier, crayon et mètre ruban? Ou est-ce que tu as développé aussi des outils technologiques pour t'aider dans ton quotidien? Alors moi, toujours à l'ancienne, donc papier, crayon et puis un mètre ruban, c'est très bien. Non, après, je me suis aussi doté d'une tablette pour avoir aussi des fichiers, pour prendre des photos, des relevés, tout ça. Ça me permet de faire 2 choses. Donc déjà, de pouvoir les classer, les trier. Puis quand on refait les devis, parce que des fois, avec les demandes fournisseurs et tout ça, ça peut mettre 15 jours, 3 semaines, le temps de signer avec le client. Au moins, ça nous permet de revoir tout ça, de refaire un point quand on va préparer notre chantier. Et puis, deuxième chose, comme je fais de la recherche de fuite aussi pour les dossiers assurance, ça me permet derrière de faire mes rapports de recherche de fuite et tout ça. De faciliter l'administratif? Tout à fait. Alors moi, si je peux donner aussi un petit conseil qui est peut-être propre à mon métier, je ne le sais pas, mais je pense pas que c'est spécifique à mon métier, c'est qu'il ne faut pas hésiter aussi à aller voir les sites des fabricants qui souvent proposent des configurateurs en ligne. C'est-à-dire que vous voulez faire une terrasse, vous allez sur le site du fabricant de vis et vous allez saisir les informations de votre terrasse. Il va vous donner le calpinage de vos lames de terrasse, le nombre de lames de terrasse, la longueur à couper, le nombre de plots de réglage, le nombre de vis, etc. Et par exemple, pour les meubles, c'est pareil, il y a des fabricants de quincaillerie qui vont vous dire, bah voilà, vous voulez faire tel meuble, eh bien vous allez prendre tel bout de bois, vous les coupez à telle cote, il vous faut aussi telle charnière, tel adaptateur, tel en base, et en fait, il vous donne une liste de courses qui est vraiment super importante. Toi, quand tu fais de la plomberie, j'imagine aussi que tu as des kits tout prêts de kits de joints pour l'installation avec le groupe sécurité et ainsi de suite. Ça facilite la vie quand même quand les fournisseurs, ils font un geste pour anticiper nos chantiers, quoi. Alors les kits, nous en plomberie, il y en a pas tellement. C'est pas comme la mécanique finalement où tu as tous les kits de joints pour quand tu fais ton embrayage ou tu vois, Non, malheureusement, c'est ça va vrai? pas être comme ça. Ça Ou reste sinon, encore beaucoup de détails. juste sur de la chaudière ou vraiment des marques et des gammes spécifiques. Mais sinon, après, c'est tout au détail. Donc, c'est vrai que l'important, c'est vraiment de bien être accompagné là-dessus. Moi, c'est pareil sur mes chantiers, tout ce qui est gros chantier et tout ça. Moi, je passe toujours par un commercial, soit itinérant, soit sédentaire. Ça me permet de voir si j'ai rien oublié. Parce que des fois, c'est vrai qu'on pense pas à tout. On a oublié quelque chose, les pieds de receveur ou juste la bonde. Enfin, une petite bricole. Enfin, on a oublié de le noter. Donc ça nous permet aussi de refaire un petit point comme ça. Je fais pas trop de commandes internet malheureusement à cause de ça. Ouais, non, puis des fois, c'est bien de voir aussi en vrai comment ça se passe. Alexandre, c'est vrai que on le sait, quand on veut faire du carrelage et qu'on a 8 mètres à carreler, on prend pas 8 mètres carrés de carrelage. On essaie d'en prendre un petit peu plus, quoi. Exactement, les fameux 10%, quoi. Les Ouais. fameux 10% au cas où il y a de la découpe, il y a de la casse et qu'il faut toujours garder un petit peu de stock parce que ça peut arriver de devoir changer un carreau, effectivement. Ouais. Mais du coup, ça peut des fois faire peur de se dire, je vais en prendre plus, même allez, je monte à 20, comme ça, j'ai pas 40 km à faire s'il manque un carreau pour mon chantier. Mais ça nécessite aussi une souplesse, je pense, de la part des fournisseurs de dire, on est prêt à reprendre votre excédent, même si le carton il est un petit peu abîmé, parce que voilà, on est dans un environnement de travail, on le met pas dans une petite voiture de ville toute mignonne avec la petite moquette dans le coffre. Je veux dire, on le met dans un environnement qui est un peu hostile pour les emballages. Bien sûr. Est-ce que quand même il y a une certaine souplesse, surtout quand c'est les artisans qui ramènent des articles qui sont des reliquats de chantier qui sont quasiment inévitables parfois? Bien sûr, bien sûr. De toute façon, vaut mieux plus que pas assez. Faut pas que l'artisan revienne pour chercher ses 2 carreaux. Il prend plus. Il peut toujours nous ramener la marchandise. L'avantage avec le programme de fidélité chez Brico, c'est que il va avoir 3 mois pour nous ramener la marchandise. Derrière ça, le produit est toujours en gamme. Le carton a beau être déchiré, tant que les carreaux sont impeccables. Enfin, voilà. Il n'y a pas de souci, on va reprendre. On va être conciliant. On va être conciliant, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce qu'on est plus conciliant avec des artisans qui ont des contraintes de chantier finalement, ou pas du tout, c'est la même politique pour tout le monde? Ça va être la même politique pour tout le monde. En fait, ça dépend aussi de tes clients réguliers, je pense. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est donnant-donnant, j'ai envie de dire. Ouais. On peut faire des compromis et des gestes et faciliter le quotidien, quoi. Donc ça, c'est toujours bon à savoir. Exactement. Tu disais tout à l'heure, Esteban, que des fois tu travaillais avec du monde. Est-ce que c'est compliqué de travailler avec des gens qui n'ont pas la même organisation que toi, qui n'ont peut-être pas forcément
la même, tu vois, le pointillisme. Enfin, je veux dire, on est jamais tellement parfait, mais quelqu'un qui arrive un petit peu désorganisé, c'est compliqué d'avoir un bon fonctionnement avec lui sur un chantier, quoi. C'est vrai que c'est compliqué, mais encore une fois, c'est de la rénovation. On travaille pas tous pareil, et puis faut s'adapter pour pouvoir pallier à tout ça. Et puis pas que que le client ne le ressente pas surtout, parce que si le client commence à sentir que le chantier est désorganisé ou un peu en vrac, voilà, faut prendre sur soi et puis s'adapter et puis aller de l'avant. Ouais. Alors après, quand on parle de préparation d'un chantier, on pense toujours à l'anticipation des événements qui sont préalables à l'action de l'artisan, quoi. C'est-à-dire que je prépare mes papiers, je prépare le contact, je prépare mon maîtrise, je prépare mes commandes. Mais un chantier, il se termine pas là. Le chantier, par exemple, il va aussi être dans la préparation de comment j'évacue mes emballages, mes déchets, parce que est-ce que la déchetterie, elle va être ouverte le lendemain? Est-ce que j'y vais le soir? Est-ce que ça aussi, ça a beaucoup changé au niveau des fournisseurs, parce que maintenant, il y a quand même une obligation de reprise de certains emballages. Vous, comment vous avez géré ça? Vous avez mis ça sur le parking, sur la cour des matériaux? Ça se passe comment? Au niveau de la cour des matériaux, en fait, l'artisan va prendre rendez-vous. Ah, il y a quand même un rendez-vous. Il faut Exactement, toujours préparer quelque chose, c'est incroyable. c'est ça. Pour qu'on puisse au mieux le recevoir et récupérer ses déchets. Mais c'est une anticipation de combien de temps? Il peut vous dire, dans 1 heure, je passe, est-ce que je peux poser mes cartons? Oui, c'est ça. Mais c'est ça vraiment se fait que quand rapidement. c'est des très très gros volumes. S'il arrive et qu'il a un petit sac, vous êtes quand même capable de S'il prendre arrive et qu'il a ça. un petit sac, je prends le sac et puis, Ouais, et voilà. puis voilà, bien C'est sûr. vraiment si par exemple il arrive avec un camion rempli de cartons, là, il Exactement. faut s'assurer que la benne elle a été un peu vidée, qu'elle est disponible, accessible. C'est ça. Ok, Si d'accord. vraiment c'est 2 cartons sous le bras, prends pas rendez-vous, viens prendre un café, puis Ouais, moi ouais. je vais les mettre à la poubelle. Et c'est devenu peut-être un réflexe de certains, tu en vois passer, ou est-ce que ça reste encore une découverte? Je sais qu'il y a beaucoup d'artisans qui sont pas au courant que un petit peu le même principe que les piles et les ampoules. En gros, Ouais, si ton c'est ça. magasin, il vend des piles, des ampoules, en théorie, selon la surface de vente, à l'accueil, il est censé y avoir des petits Des flyers, des petits voilà. contenants pour remettre tes piles et tes ampoules à recharger, quoi, à recycler. On essaie il y a de l'affichage, on essaie d'en parler de plus en plus. On a quelques artisans qui connaissent le concept. Après, c'est pas encore connu du grand public, quoi. Mais Ouais. Puis de toute façon, c'est à destination que des professionnels, le tri des déchets, non? Même pas forcément? non, c'est dans la globalité, c'est pour tout le monde, Ok, professionnel d'accord. ou particulier. Mais ça, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir vider le camion avant de le recharger, parce que les horaires des déchetteries, là encore, ne coïncident pas forcément avec la vie de l'artisan, qui a aussi une vie privée. Il faut aller à la garderie, faire les courses, voilà, et faire les commandes la nuit sur le canapé. Donc, on n'a pas le temps de faire tout ça. Toi, tu t'organises comment pour la suite des chantiers, tout ce qui est évacuation des déchets? Surtout que toi, tu as des contraintes particulières. Est-ce que ton chauffe-eau, tu peux le ramener chez ton fournisseur ou tu fais comment? Alors du coup, moi, tout retourne chez le fournisseur. C'est Allez, vrai que retour à l'envoyeur. c'est pratique. Non, tout va chez le fournisseur. C'est pour ça. C'est peut-être pour ça que tu y vas aussi le matin pour Voilà, te vider vider le le camion. camion. Non, mais Vider c'est pour vrai. recharger, parce que c'est vrai que nous, on fait énormément de déchets entre les emballages, les gravats, la démolition, la baignoire, le receveur. Ah ouais. C'est vrai que ça fait beaucoup. Et donc lui, il beaucoup va de être en déchets. mesure de prendre à la fois le béton, à la fois le carton, à la fois le Tout à polystyrène de fait. ton ballon. Ils ont des bennes adaptées, et puis après, Ouais. faut trier là-bas. Comme dans une déchetterie, il faut trier. Ah, ça nécessitait quand même un gros espace sur place quand même, hein, parce que quand tu as 4-5 bennes dédiées, C'est ça. c'est Donc une grosse organisation. Hein. ils ont su s'adapter, et puis du coup, ils ont une benne pour chaque chose, une pour le carton, une pour le gravat, les chauffe-eau à part. Non, tout est bien géré, tout est bien organisé. Moi, ça me permet de vider le camion le matin, recharger, faire un point sur les commandes, et puis comme ça, ça me fait gagner un petit peu de temps sur tout le reste. Ça évite d'aller à la déchetterie. Ouais. On est d'accord, tu leur laisses pas le cuivre quand même. Non, je fais Ça, on avait un artisan qui était venu en début de tourner sur le podcast, il nous disait le cuivre, ça fait la petite prime de Noël. C'est ça. Toi aussi, tu fais ça, tu regroupes et hop là, un petit plaisir de temps en temps, quoi. C'est ça, c'est bien. À Noël, ça fait toujours du bien d'avoir une petite prime de cuivre. Bah oui, exactement. Bon, écoutez, messieurs, merci beaucoup pour toutes ces astuces. Est-ce que pour finir, vous avez des petits conseils? Par exemple, si vous avez un artisan qui vient de s'installer, qui n'a pas trop vu les us et coutumes d'autres collègues, est-ce que toi, Esteban, tu as des conseils à lui donner pour qu'un chantier, il se passe bien niveau anticipation des besoins, et ça, que ce soit dans la plomberie ou plus généralement? D'avoir une bonne organisation, ça y fait beaucoup. Et puis, Donc du matériel, du dépôt, même administratif finalement aussi. Ouais, de tout, parce que c'est vrai que si on est bien organisé, même au bureau, si tout est bien rangé, tout est bien organisé, tout est bien classé, on gagne du temps sur tout. Et puis de bien s'entourer aussi, que ce soit chez les fournisseurs ou avec les confrères et tout ça, c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de conseils avec des artisans qui ont un peu plus de bouteilles. C'est vrai que ça permet d'avoir des petits tips et puis des petites aides. C'est vrai que c'est très intéressant. Ouais.
Alexandre, est-ce que tu as des conseils pour les artisans pour qu'ils soient mieux organisés sur leur chantier? Mais organisés sur leur chantier, les nouveaux artisans qui viennent nous voir à Brico, avec l'équipe pro, le corner pro, on va savoir au mieux les accompagner, qui s'entourent aussi effectivement de confrères, de bonnes personnes. Voilà, qui n'hésitent pas à demander de l'aide. Ne pas rester seul Ne et pas demander des rester conseils. seul, exactement, et demander des conseils, mais les meilleurs conseils, ils vont les avoir au corner. Ok, Avec et notre moi équipe. je vais aussi vous donner quelques petites astuces qui sont pas propres à mon métier, mais par exemple quand vous faites un relevé de cote et que vous prenez des photos avec votre téléphone, tout de suite les photos, vous les mettez dans un dossier nominatif au nom du client dans votre téléphone, comme ça quand il vous rappelle 3 mois après, parce qu'enfin il se décide, et vous allez trouver facilement les photos, vous n'aurez pas besoin de chercher dans votre historique. Et pareil quand vous faites un relevé de cote, vous prenez en photo le relevé de cote, comme ça si vous perdez le calepin ou qu'il y a un café qui se renverse le calepin, il n'y a pas de problème. Et petit bonus, ça c'est pour ceux qui ont vraiment peur de perdre leurs informations. Après, vous mettez tout ça en ligne sur un drive, vous l'envoyez par mail à votre propre adresse avec le nom du chantier. Et comme ça, quand vous êtes au bureau, vous pouvez reprendre directement toutes les photos, classer ça sur l'ordinateur et avoir toutes les informations réunies au même moment. Parce que des fois, les clients se décident très rapidement. Donc, les photos de la semaine, on les retrouve. Mais quand ça se décide 5-6 mois après, parce qu'il y avait un souci financier ou autre, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Alors que voilà. Et autre astuce, décidément, on est toujours dans le téléphone. Quand vous enregistrez un client, déjà, vous enregistrez le nom du client quand il vous appelle. Comme ça, quand il vous rappelle, vous pouvez dire « Ah, monsieur Untel, comment vous allez ?» Et à côté de son nom, vous mettez le chantier ou la ville. Et comme ça va vous donner un petit tips de vous souvenir facilement qui était votre interlocuteur. Et là, c'est tout de suite une bonne anticipation, une bonne préparation. Vous n'êtes pas à l'inconnu avec la personne qui vous appelle. Voilà. C'était les petits tips de la menuisière qui peuvent servir également. Et en tout cas, merci les garçons d'avoir partagé votre savoir-faire, vos expériences avec tous nos auditeurs qui, c'est évident, à votre image, se sont déjà abonnés à ce podcast. Comme ça, ils peuvent retrouver les précédents épisodes et ne pas rater les prochains qui vont sortir au fil des semaines. En attendant la prochaine étape de notre Tour de France, on va partir un petit peu dans le sud. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Au revoir, merci à tous. Au revoir, bonne journée. Merci, bonne journée.